Bonjour ou bonsoir, c'est Rahma de la chaîne Morale, des mots et des râles, mais aussi des morales. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à tous mes abonnés. Merci de toujours regarder mes vidéos, ça fait hyper plaisir. Merci pour vos partages, vos likes, vos encouragements. Et toi, si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer en même temps la cloche de notification pour être au courant de la mise en ligne de nouvelles vidéos. Alors, aujourd'hui, j'ai un invité spécial. C'est un éminence psychologue et nous allons aujourd'hui traiter la thématique de l'éducation des enfants au Sénégal. Quand je parle d'éducation, ce n'est pas par rapport au système éducatif, mais plutôt l'accompagnement des parents. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir ensemble notre invité et on se retrouve tout de suite. Serigne Mor Mbaye, psychologue et directeur chez Centre de guidance infantile et familiale, travaille au Sénégal et en Afrique dont il parcourt, depuis plus de 30 ans, toutes les zones de grande vulnérabilité où il accompagne les personnes pour un mieux-être dans des contextes de crise, notamment économiques, sociales, conflits armés. Dans ces situations, il intervient pour aider les populations à mieux être et à se réhabiliter au plan psychologique. Professeur Serigne Mor Mbaye donne des conférences un peu partout au Sénégal et en Afrique sur des questions existentielles, morales, des mots et des sens pour des morales. Avec notre cher professeur, il y aura bien plus de sens encore. Alors, bonjour professeur. Bonjour Rama. Merci d'avoir accepté cette invitation et merci aussi de nous avoir accueillis dans ce beau cadre à Toubab Dialaw. Et aujourd'hui, nous allons parler, comme je vous l'ai dit à l'entame de mon introduction, nous allons parler aujourd'hui de l'éducation des enfants au Sénégal et de leur développement. Aujourd'hui, professeur, que pensez-vous de l'éducation des enfants au Sénégal, dans ce contexte sénégalais? Quelle est votre lecture? Nous vivons, merci Rama de la question, parce que nous vivons dans un contexte de crise depuis plusieurs décennies. Crise des institutions, dont particulièrement l'institution familiale, et qui produit les enfants. C'est à partir des familles qu'on produit des identités remarquables, des enfants qui naissent, qui grandissent et qui deviennent des personnalités adultes. Lorsque l'institution productrice est en crise, naturellement, le développement de l'enfant en est affecté. C'est ce contexte-là que nous vivons, et dans un contexte, je dirais, politique aussi. Quand je dis politique, ça veut dire que du point de vue de notre société, nous n'avons pas de projet de société. Parce que chaque société humaine éduque ses enfants en fonction de ce qu'elle attend d'eux. Mais nous, qu'est-ce que nous attendons de nos enfants? Je pense qu'on ne sait même pas. Et c'est ça, c'est là où il y a un drame. Et il n'y a pas de projet de société en termes qu'un État commande aux usines familiales, permettez-moi de parler comme ça, de produire des individus capables de porter un projet de société. Aujourd'hui, chaque cellule familiale éduque en fonction de ce qu'elle possède comme expérience. Chacun trouve ses artifices culinaires pour éduquer ses enfants sans trop savoir pourquoi, pour qui. Et ça pose un problème. Et voyez-vous, je dis que l'éducation est passée du groupe familial élargi au couple parental. Dans le contexte des gens de ma génération, nous étions éduqués avec des personnages surnuméraires au-delà des parents biologiques et adultes qui avaient une conscience aiguë de leurs prérogatives d'éducation et de protection. Ce système est tombé. Et s'y rajoute une faiblesse des rites et des rituels. Voyez-vous, une société humaine a besoin de rituels, ça veut dire que de mécanismes qui aident, des mécanismes sociaux qui aident à pouvoir configurer des attitudes et des comportements qui permettent à l'individu d'avoir des aptitudes sociales. Et ces rites et ces rituels-là ont disparu. À partir de ce moment-là, c'est le chaos. C'est ce contexte-là dans lequel
nous vivons. Et ce contexte m'a amené comme praticien. Moi, je suis psychologue. Je pense que je connais ma société parce que je me sens redevable. Depuis 3 décennies, je navigue au sein de cette société. Et à un moment, au bout d'une dizaine d'années de présence dans votre pays, parce que c'est là où il y a le chaos, je dis il nous faut un vaste programme d'éducation des parents. Vaste programme d'éducation parents. On parle maintenant de l'école des parents. Mais s'ils en parlent, c'est que j'en ai parlé il y a 30 ans. J'ai créé même l'école des parents, une émission radiophonique au sein de la division culturelle de Radio Sénégal. Allez-y demander à Mamles Camara qui nous écoute. J'ai créé l'école des parents. Pourquoi? Apporter aux parents des informations d'ordre général sur les besoins de développement de l'enfant. Parce que être parent devient dorénavant un métier. Parce qu'on est seul à devoir faire face. Et l'humain est d'une complexité extraordinaire qu'un humain. Et dans mon projet, réhabiliter les rites et les rituels positifs qui peuvent accompagner l'élevage de nos enfants. Et carrément aussi nourrir l'imaginaire de nos enfants. Parce que vous savez, lorsque vous éduquez une personne et que vous n'êtes pas sur le même imaginaire, vous ne pouvez pas impacter sur cette personne-là. Effectivement. Ok, et vient s'y greffer ces télévisions qui sont nulles, où il n'y a rien, les réseaux sociaux, Internet est une fenêtre ouverte sur le monde, voilà, et qui irrigue l'imaginaire et pollue l'imaginaire de nos enfants. Donc, éduquer ça inhibe l'enfant aussi. Ça inhibe, ça le rend inintelligent, ça je vous le dis, parce qu'il y a une pauvreté de l'imaginaire ne permet pas à une personne d'être créative. Non, c'est pas possible. C'est pas moi qui le dis, même les inventeurs d'Internet empêchent leurs enfants d'aller sur Internet. Voilà. Donc c'est nous autres qui absorbons tout, qui aujourd'hui faisons face à cette fenêtre ouverte sur le monde et qui, à notre insu, je dis, configure les états émotionnels, l'identité de nos enfants et autres. Là où il n'y a pas de projet de société, il y a tous les possibles. On pédale dans la farine et c'est ce qui arrive dans le contexte de ton pays. Et donc, la problématique, c'est quelles sont les pathologies maintenant que cela amène, naturellement. Parce que des troubles du comportement et de la relation chez l'enfant sont tout à fait identifiés. Des troubles du comportement et de la relation. Des troubles identitaires. Et dans le contexte de l'inévitable pollution relationnelle que tout cela amène, les relations entre parents et enfants sont des relations tout à fait conflictuelles. D'où les situations de violence et de maltraitance et d'exclusion. Voilà que ton pays abandonne ses enfants. Vous en avez combien d'enfants qui sont dans la rue? Et vous justifiez cela en disant qu'ils apprennent le Coran. Ils n'apprennent rien, ils sont abandonnés. Et pourquoi? Mais parce que tout simplement, je vous dis, il n'y a pas de projet de société. Et comme j'ai écrit aussi, l'amour maternel n'existe pas. C'est une construction, comme je dis, l'amour paternel. Pour s'occuper d'un enfant convenablement, il faut l'aimer. Et pour l'aimer, il faudrait pouvoir interagir avec lui. Donc, tu vois qu'il y a au sein des institutions familiales des solitudes. L'enfant est seul, pauvre, il n'a pas d'adulte qui lui permet de fonctionner. Et à partir de ce moment-là, ben, écoute, il grandit comme ça, dans une vacuité totale. Et la société qui l'entoure ne lui donne pas ce qu'il y a de meilleur. C'est ce contexte-là que nous vivons. Et comme je vous dis, les pathologies, moi je travaille comme praticien, ça veut dire que j'accompagne depuis 3 décennies des familles qui arrivent avec des enfants qui ont des troubles du comportement à l'adolescence, mais déjà dans l'enfance, il y a des problématiques de développement en termes de développement cognitif, développement psychomoteur, voilà, des inaptitudes. Et tout cela est lié aux institutions, à l'institution familiale qu'on n'a pas accompagnée. On pense que c'est, puisque je sais faire un enfant, j'en fais. Mais ça n'a jamais été comme ça, depuis que l'humanité existe. De toute façon, en tout cas, le contexte est bien cadré. Mais aujourd'hui, quel est censé être le rôle
des parents dans l'accompagnement des enfants alors? Voyez-vous, il faudrait d'abord que les parents comprennent. Vous passez votre temps à dire dans votre pays, les parents ont démissionné. Mais pour démissionner, il faut avoir été missionné. Je ne comprends pas ma mission. Comment voulez-vous m'accuser de démission? Moi, ma mission, c'est, vous voyez, je vais l'éduquer, je vais lui donner à manger comme mon coq qui chante, je lui donne à manger et tout. Mais je ne comprends pas qu'est-ce que je dois faire pour l'accompagner. Je ne comprends pas ça. Parce que dans l'autre société, l'accompagnement était diffus sur beaucoup de personnes. Il n'y avait pas cette charge-là que les parents d'aujourd'hui ont. Et il faudrait bien qu'ils comprennent que là où il y a l'absence des parents, point de salut. Si les parents n'impactent pas positivement sur l'enfant, il y aura des problèmes. Donc cessez de dire qu'ils ont démissionné. C'est qu'ils n'ont pas été missionnés. Ça veut dire qu'on ne leur a pas fait comprendre qu'au-delà du biologique, vous avez fait des enfants. Être parent devient dorénavant un métier. Il faudrait l'apprendre parce que l'être humain est complexe et surtout dans un contexte de crise de valeurs, de crise des mythes, des rites. Hein, c'est le chaos total dans ton pays. Et donc, il faudrait que le parent comprenne et qu'il soit disponible. Parce que voyez-vous, ils pensent que lorsque vous mettez des enfants dans une maison, que vous leur donnez à manger et tout ça, à l'image des poulets et des coqs et tout ça, vous avez tout fait. C'est ça qu'ils pensent, je lui donne tout. Et surtout cette bourgeoisie parasitaire-là, qui ont beaucoup d'argent, ils disent que oui, moi je lui donne tout cet enfant. Le tout, c'est en termes numéraires ou matériels. Mais ces relations affectives, de communication, qui répond à la curiosité des enfants, à leurs besoins de tendresse et de sécurité. Est-ce que l'adulte comprend que c'est ça la priorité? L'adulte ne le comprend pas. Il pense que, bon, je l'ai mis dans les meilleures conditions sont de type matériel. C'est ça la problématique, surtout de cette petite bourgeoisie-là. Il pense que, oui, il a un ordinateur, il va en vacances, il va... Et c'est là où je vous dis, dans ton pays, j'ai dit, j'ai avancé, il nous faut un vaste programme d'éducation des parents. À l'image de ce que tu es en train de faire, ça veut dire diffuser des informations d'ordre général sur les besoins de développement de l'enfant et qui interpellent le parent au quotidien. Bon nombre de parents sont surpris par l'adolescence. Pour qui c'est l'adolescence se pose en s'opposant. C'est normal qu'un adolescent s'oppose. C'est ainsi qu'il se pose une identité qui devient philosophe, qui devient pensant. Quand survient cette période-là, le parent lui pense que oui, qu'il est femme, parce que tu sais, il faudrait que les adultes mettent un peu de l'eau dans leur bissap là, un peu. Parce qu'ils se pensent comme des projections orthogonales de Dieu sur terre, sentiment de toute puissance, mais attends, tu es en face d'un individu qui a gagné en maturité et qui se cherche, qui a des troubles d'identité, même d'identité sexuelle, il est perturbé quelque part. Mais quel est ton rôle? Quelle est ton attitude en ce moment-là? Parce que si tu ne l'accompagnes pas, écoute, il peut tremper dans la gadoue et tout ça, et être dans des fragilités, et l'anxiété, l'angoisse peuvent le conduire à aller chercher des supports. Dans ton pays aujourd'hui, la drogue, c'est extraordinaire. Les enfants carburent au tramadol et autre chose. Je ne donne pas des idées, donc je n'annonce pas, mais c'est extraordinaire. Mais pourquoi? Parce que l'angoisse. Je suis face à une vie et comme il n'y a aucune perspective dans ton pays. Pour les jeunes générations aujourd'hui, il n'y a rien qui les mobilise. Est-ce que vous voyez? Et à partir de ce moment-là, écoute, ils sont dans l'errance et la souffre-errance. Il y a énormément de souffrances invisibles chez les jeunes qui ne voient pas de perspective, qui ne savent pas de quoi demain, qui ne sont pas emballés. Ta société n'arrive pas à séduire les jeunes. C'est ça la problématique. Parce que les jeunes, il faut les séduire, il faut les emballer. Quels sont les modèles qui sont en cours? Tu vois de grandes affiches où c'est des animateurs combien l'homme de l'année. Mais tu te dis, mais attends, nous sommes dans quoi dans ce pays? Quels sont les modèles en cours?
dans cette société. Qu'est-ce qu'on valorise? Bah, le gars, excuse-moi, bah là, mais des lutteurs, des trucs. Mais il n'y a rien. Et du point de vue de notre histoire, voyez-vous comment notre histoire a complètement été aussi galvaudée, structurée. On ne sait pas qui nous sommes quelque part. Et tu as vu, ça amène des situations de troubles identitaires où les jeunes sont capturés par les chapelles ardentes, comme je les appelle, les gourous façon tropicale, et les gens s'en étonnent. Mais ils s'en étonnent, mais c'est normal que, bon, j'ai rien, je suis dans l'errance, je suis fragile, je peux être capturé. Donc tout ceci, tu ne peux pas le mettre au compte de la faute des parents. Tu le mets au compte de ce qui gouverne. Parce que quand tu fais un projet de société, tu dis d'abord, c'est les ressources humaines qui constituent ma base, ma priorité, c'est ce social-là. Au lieu de recruter 2000 ASP, tu recrutes 2000 éducateurs spécialisés. Tout à fait. Okay? Qui sont comme des îlotiers à l'intérieur des communautés et qui peuvent faire de la médiation familiale. Parce que les parents qui viennent me voir, bien souvent, bah, écoute, ils n'ont pas ces médiateurs traditionnels comme on avait. Li wolof yi di wax ku am yaay namp maam, am niyaay, ça veut dire nijaay, cet oncle maternel qui avait un rôle dans le contexte de nos sociétés matriarcales, mais tout ceci n'existe pas. Donc les parents, ils sont perdus quelque part lorsque survient la grande crise dans cette phase d'adolescence, et il n'y a personne. Voilà. Pour les aider un peu à comprendre, à pouvoir gérer, comme je dis, l'inévitable pollution relationnelle qui survient lorsque l'adolescent se pose en s'opposant. Parfait. Vous avez parlé tout de suite d'éducateurs spécialisés. Quelles sont aujourd'hui les structurations nécessaires et qui peuvent être propices au développement de l'enfant, l'accompagner de la plus parfaite manière en fait? Moi, je pense qu'il faut revenir à ce que je vous ai dit, un vaste programme d'éducation des parents. C'est-à-dire que l'éducation des parents, ça veut dire apporter des informations d'ordre général sur les besoins de développement de l'enfant, soit notre credo et notre priorité à travers vos médias. C'est comme ça, voilà. L'école des parents, j'ai créé une émission, l'école des parents, comme je vous dis, pendant 5 ans, qui était l'émission la plus écoutée de la division de Radio Sénégal. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est leur évaluation. Les gens l'écoutaient pendant 1 heure de temps. Et j'y convoquais d'autres spécialistes que moi, sur des thématiques liées aux besoins de développement de l'enfant. Aujourd'hui, ils en parlent encore, parce que c'est des escrocs, hein. On parle de l'école des parents, c'est moi qui l'ai inventé comme concept. Et ce que je voulais en faire, c'est que partout, dans vos mosquées, dans toutes les institutions, dans les écoles. Ok? Parce que l'école où nous conduisons nos enfants pour qu'ils deviennent savants, ben, il faudrait que cette école-là, on soit solidaire, qu'il y ait une solidarité des acteurs de l'école. Tu ne conduis pas un enfant comme ça, tu le jettes comme un truc. Il faudrait des éducateurs spécialisés dans les écoles. Il faudrait des psychologues dans les écoles, bien formés. Parce que tu ne peux pas réunir 3000 enfants. Il y a des institutions où il y a 2000, 3000 enfants. Avec des enseignants, ils n'en peuvent plus, ces enseignants, pauvres enseignants. Il faut semblant de travailler, on fait semblant de les payer, il faut semblant de travailler. Mais tu as 3000 enfants, mais comment tu vas devoir les gérer sans être soutenu? Tout ça, je l'ai plaidé. Il nous faut des éducateurs spécialisés. Au-delà de l'AMO, l'action éducative à milieu ouvert, qui fait ce qu'il peut, tu vas au centre de sauvegarde quelque part, là, je ne cite pas de nom, il y a 1500 enfants, il y a 10 éducateurs spécialisés. Dans quel pays on est là? C'est pas possible. Donc moi, de mon point de vue, c'est beaucoup d'éducateurs spécialisés, formés de façon permanente. Okay? Et à partir de ce moment, ben, écoute, on peut espérer. Beaucoup de programmes où on parle que des enfants, parce que voyez-vous, notre richesse, ce n'est pas l'or, le pétrole, le diamant, les routes et tout ça. C'est d'abord des ressources humaines qualitatives. Okay? C'est ça qui fonde le développement. Il y a des pays qui ont l'or, le diamant, j'en connais hein, en Afrique. Qui ont l'or, le diamant, tu ramasses le diamant par terre, mais ils sont dans la gadoue, ces pays-là. Ou ils sont dans le conflit. Parce qu'encore une chose,
C'est que vous n'êtes pas à l'abri du conflit. Hein. Vous êtes là en train de dire vos ancêtres, vos marabouts, mais ça n'a rien à voir. Si vous ne vous occupez pas de vos ressources humaines, mais d'autres gens vont s'en occuper. C'est vrai. Ok, donc il y a même un danger que j'ai souligné maintes fois en disant, mais vous savez, ces hordes d'enfants que vous avez dans la rue là, mais c'est une menace contre l'intégrité de votre soi-disant république, parce que vous n'en avez même pas une république. Une république, c'est d'abord l'équité, la morale, le respect du bien commun. Il y a tout ça là qui sont là et qui n'existent pas. Mais l'urgence, c'est d'investir sur ces jeunes générations chargées d'élaborer le futur. Et investir de façon... Alors là, ce n'est pas que l'école, comme tu as dit tout à l'heure, Rama, c'est l'institution familiale qu'il faut accompagner à des fins qu'elle produise des enfants qui vont à l'école. Parce que aller à l'école sans être préparé, ben, c'est l'échec. Tout à fait. Okay? Il faut avoir toutes les armes que certains de mes collègues psy disent que tout se joue avant 7 ans. Tout à fait. Voilà. Et quand ils le disent, c'est vrai. C'est vrai. On pense ici que l'école, c'est la réussite. Il faut inscrire son enfant à l'école et... Ouais, mais il faut une personnalité pour aller à l'école. La base, la personnalité, c'est quoi? Ça veut dire avoir une identité, avoir, je dis, des dispositions des dispositions cognitives, intellectuelles, avoir un sentiment de sécurité, voyez-vous, avoir de l'agressivité. L'agressivité, ce n'est pas la violence, c'est adgredior, comme disent les latins, c'est pouvoir entreprendre l'autre, communiquer avec l'autre. Je disais à certains parents, bah, mais cet enfant-là, il est curieux. Je dis, mais il faut être curieux. Il faut susciter la curiosité de cet enfant-là. Être savant, c'est être curieux. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, continuer à fonctionner comme vos sociétés communautaires, là. Aujourd'hui, les identités d'enfants, c'est des identités qu'il faut travailler dans l'agressivité. C'est-à-dire qu'ils puissent entreprendre. Vous ne pouvez pas les étouffer avec voilà, votre sentiment de toute puissance d'adulte. Ce qui ne veut pas dire que c'est des enfants qui seront irrespectueux. Les gens pensent que bon, si tu les laisses libres, on ne laisse pas libres. On accompagne, on négocie, ok? Et on inculque des valeurs familiales, même si dehors, pour l'instant, c'est la gadoue. Voilà, je pense que même au sein de sa propre famille, je pense qu'on peut faire des réussites. Mais justement, le danger pour moi serait juste de se limiter à ça, d'inculquer des valeurs. Il faut que mon enfant soit sage, respectueux et ne coupe pas la parole aux grandes personnes, etc., etc. Et ne pas se focaliser sur le développement de l'enfant. Comment l'accompagner et réussir à faire éclore, en tout cas, le potentiel de l'enfant, qu'est-ce qu'il veut faire, quelle est sa passion, tout ça. Oui, mais il faut être là. C'est là où aussi je dis, la problématique fondamentale, c'est l'absence des parents. Ils ne sont pas là. Surtout les hommes, particulièrement. Comme je dis, les hommes de ton pays, ils sont en état de zombification. Ils se pensent seulement pourvoyeurs économiques. Ils sont peu présents dans la vie de leur enfant, sauf que voilà, ils sont dans ça. Et ça, ce n'est plus possible. Je pense que particulièrement, les hommes doivent être éduqués. Qu'ils comprennent que la mère seule ne peut pas s'occuper des enfants. Hein? Traditionnellement, c'était possible, mais là, maintenant, ce n'est plus possible. Il faut qu'ils soient présents dans la vie de leurs enfants en tant que modèle. Hein, on ne leur demande pas d'être des pères fouettards, on leur demande d'être présents et de pouvoir interagir avec l'enfant à des fins de pouvoir l'écouter sur ses angoisses et sur tout ce qu'il voit, lui donner une lecture de cette société pourrie là. Parce que ta société pourrie, quand tu sors, c'est le chaos total. Il faut capable de distinguer qu'il ait une lecture du dehors. Parce que le dehors... D'analyser et de choisir. Le dehors est menaçant. Le dehors est menaçant parce qu'il n'y a pas de projet de société, c'est le chaos. Donc, comment protéger ses enfants? C'est leur donner une clé de lecture du dehors. Qu'ils comprennent ce qui se joue sur la maquette télévisuelle et sur Internet et tout ça. Tu es obligé aujourd'hui. Effectivement. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas possible. Donc là aussi, je fais un appel aux pères. Hein? Je dis, mais c'est d'être des zombies. Et parfois, ils se plaignent un peu plus tard, lorsqu'ils sont vieux, 70 ans. Oui, mes enfants, ils parlent qu'à leur mère, ils ne s'occupent pas de moi. Je dis, mais parce que tu n'étais pas là, mon pauvre. Tu n'étais pas là.
tu n'as pas créé un lien affectif. Tout à fait. Le biologique seul ne suffit pas. Si tu avais créé le lien affectif, parce que ne laissez pas les enfants aux femmes, bah écoute, elles vont impacter sur les enfants de telle sorte que, bah écoute, il y a une résonance affective. Toi, tu es pourvoyeur économique, tu penses que c'est que ça, mais il faut porter l'enfant dans ton ventre aussi. Hein? C'est là où je ça, dis, c'est fort. Hein, je dis ça aux hommes, je dis, mais il faut porter les enfants dans votre ventre. C'est-à-dire que dès cette grossesse-là, d'être tellement présent que vous portez cet enfant-là, qui entend votre voix, qui bébé, vous ne pouvez pas porter sur le dos. Moi, j'ai déjà fait ça, c'est magnifique, il ne faut pas laisser ça aux femmes, de porter un bébé sur le dos. Il faut le faire, il faut le masser, il faut être présent. Voilà, au-delà des baptêmes où on vous demande de l'argent. Parce que si vous ne le faites pas, plus tard, les liens deviennent lâches. À l'âge adulte. Je vois beaucoup de gens qui se plaignent de ça. Ouais, mes enfants, ils parlent qu'à leur mère, ils ne me parlent pas. Et surtout par rapport à la confiance de l'enfant et l'estime bah oui, mais faut ils se plaignent à 70 ans, oui, mes enfants. J'ai dit, mais c'est parce que tu n'étais pas là. Tu étais là comme pourvoyeur économique, mais toi, on t'a fait jouer un rôle. Et du moins, tu l'as joué parce que tu t'adosses à une idéologie que le père, bon, il doit être inaccessible, mais ce n'est plus possible. Donc, voyez-vous, je reviens sur ce que je pense. Je le souhaite vivement pour ton pays qui est le mien, que nous ayons un projet de société, que nous opérions des ruptures. Parce que, voyez-vous, les modèles qu'on nous donne là, il y a des modèles religieux, d'institutions, les gens se cherchent. Hein, je n'ai rien contre, mais il faudrait qu'il y ait quand même des gens capables au sein de ces institutions. C'est pas parce que, tu sais, lire le Coran de Bismillah jusqu'à Alif Lam Mim Zal Kitab, que tu es un éducateur, c'est faux. Ça n'a rien à voir. Ok? Ça n'a rien à voir. C'est l'éducation. L'éducation suppose que tu sois savant et que tu puisses conduire, en fait, accompagner un enfant en étant savant, en étant capable de pouvoir évaluer ses besoins. Je discutais récemment avec la direction de l'éducation surveillée. J'étais reçu par un directeur, un grand savant, qui comprend les enjeux. Et j'en suis parti très ému, parce que ceux qui m'écoutaient comprenaient qu'aujourd'hui, il y a une telle complexité de notre société, qu'un éducateur spécialisé que tu as formé à l'école, j'ai participé à la formation, qualitativement, ils sont très bons. Mais il faudrait une formation permanente. Parce que cette société bouge. Cette société bouge. Tu ne peux pas rester avec le même statut, les mêmes savoirs et les mêmes savoir-faire. Il faudrait qu'on se réadapte. C'est comme les parents. Quand je dis vaste programme d'éducation des parents, quand je disais ça il y a 30 ans, Internet n'était pas là. Non. Ok? Donc il nous faut investir sur ça. Nous sommes obligés d'investir sur ça. Le social, ce n'est pas un luxe. Si vous allez à l'Assemblée nationale là-bas, mais le budget du ministère des Affaires sociales et tout ça là, voilà, c'est rien. Et là, ils n'ont rien compris, les pauvres. Ce n'est pas des budgets, je ne sais pas, pour faire des routes et tout ça, c'est des budgets qu'il faut, qui permettent de faire une bonne éducation en famille d'abord, avant le système. Le système que nous avons, qui est l'école, il faut réinventer l'école. Ça, j'en parle depuis 1990, comme je vous disais, à la conférence de Jomsiane, où j'avais préparé le document de Joseph Kizerbo, ce document-là qui s'appelle « Éduquer ou périr ». Je disais, mais il faut réformer les choses, il nous faut réinventer les choses. Je suis allé plus loin, j'ai dit, il faut tuer la famille. Et ils étaient angoissés parce qu'il faudrait provoquer, pour que le voilà, qu'ils comprennent qu'il nous faut réinventer beaucoup de choses. Et en s'adossant, voyez-vous, sur nos ressources, nous sommes une civilisation première. L'humanité provient d'Afrique. Lorsque, du point de vue anthropologique, tu visites ce continent, mais tu dis qu'il y a toutes les ressources qui sont nécessaires et des savoir-faire qui permettent en fait d'avancer et de réinventer une chose. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, et je pense qu'on a beaucoup avancé. Beaucoup de gens ont écrit là-dessus, et je pense qu'avec tout ça, on peut, dans le contexte d'un projet de société,
on peut aller avec tout ça. Et je suis ceux qui font partie des penseurs qui pensent qu'il faut revenir au bois sacré. Ok. Au bois sacré, parce que la famille seule n'éduque pas. Il faut des institutions du genre bois sacré qui permettent en fait de tremper nos enfants dans un imaginaire, dans des savoirs, des savoir-faire, qui les réconcilient avec le minéral, avec le végétal, avec l'animal. Et ça fait une posture écologique. Et avant l'heure, les Occidentaux nous en parlent, mais nos cultures traditionnelles étaient essentiellement écologiques. Et ce n'est pas que l'humain. Il faut s'intéresser aux animaux, à ce coq qui chante, il faut s'intéresser aux plantes. Tout ça est possible. Mais nos enfants grandissent, bon, voilà, sans substance. Et ça, c'est possible de revenir à des bois sacrés, qu'il y ait des rites initiatiques, où on essaie autant que faire se peut d'irriguer la conscience et l'imaginaire de nos enfants avec nos ressources traditionnelles. Les pays comme la Chine et le Japon, ils affichent modernes, mais leurs valeurs, leurs rites et les rituels subsistent. Exactement. Et ça fonde une identité forte qui fonde que tu n'es pas complexé par l'Orient, chez les Arabes ou par l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes complètement dans une situation de complexe d'infériorité par rapport au... C'est une perte d'identité. Terrible, ce que nous ont castré pendant 1000 ans, là. 1500 ans d'esclavage arabe avec la castration et horrible des millions d'Africains. Je pense que ce complexe de castration est encore là. Je pense qu'on peut rester dans les religions révélées tout en sauvegardant nos identités. Tout à fait. Une autre thématique, en tout cas, qui me tient à cœur, nous faisons face à beaucoup de cas de violence dans notre pays. Et quelle est votre analyse de cette situation? Regardez ce que j'ai écrit et ce que j'ai dit depuis 30 ans. J'ai prévenu. La violence, elle est normale. Elle est normale dès l'instant, par exemple, qu'il y a des conflits. Hein? Mais comment gérer cette violence, anticiper sur cette violence-là, c'est là le problème. Et pour ce faire, il faut éduquer. Il faut éduquer à ce que les gens soient respectueux d'autrui. Oui. Est-ce qu'on éduque dans ça? Non. Les situations de maltraitance, quand l'État est un État parasitaire, où les gens ne respectent pas le bien commun. La plus grande violence, c'est ça. Les gens voient des gens excessivement riches, eux ils sont pauvres, et ils pensent que bon, il faut, voilà. C'est ça aussi, la violence, elle provient d'en haut aussi quelque part. Au sein de l'institution familiale, comme je vous dis, elle est en crise. Il y a une perte de repères situationnels. Les statuts et les rôles sont troubles. On ne sait pas qui est père, mère, c'est quoi exactement, on ne sait pas trop. Quand il y a tout cela, il est difficile de contenir la violence. On prépare les gens à être agressifs, mais pas violents. Tu peux entreprendre, tu peux être dans l'agressivité, entreprendre l'autre, sans aller vers l'atteinte de l'intégrité physique de la personne ou l'intégrité morale. Regarde le nombre de cas de viol dans ton pays. Vous êtes champion. Votre ministère public a dit en 2017-2018 3000 cas de viol au Sénégal, pour ce qu'on en sait. Mais une société qui en arrive à ça, mais c'est une société foutue. Rien que ça montre que votre pays est en situation d'urgence. J'y travaille. Je sais de quoi je parle. Depuis une trentaine d'années, je sonne l'alerte. Mais ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'il y a une pathologie. C'est moi qui vous dis, de façon péremptoire, en 2000, il faut un DEP national. Depuis le temps, de façon incantatoire, tout le monde le dit. Il faut un DEP national, mais ils ne savent pas de quoi je parle. Moi, je parle qu'il faudrait revisiter les institutions et réinventer des institutions fortes, démocratiques, où il y a de l'équité et de la justice. Et fondamentalement, pouvoir configurer des valeurs, une culture qui contienne cet individu-là. Mais ce qui est de meilleur dans ces sociétés africaines, anti-chrétiennes, anti-islamiques, anti-coloniales, est encore là au niveau résiduel. Ça, j'en suis sûr.
Parce qu'on nous dit le pays de la teranga. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent, mais ça veut dire que cette convivialité que nous avons, cette empathie que nous avons, mais ça nous reste. Mais il faut pouvoir les sauvegarder. Tout à fait. Et résister, parce que nous devons être dans une posture de résistance, parce que nous avons beaucoup d'ennemis. Le grand autre nous amène des djihadistes. Nous sommes dans un contexte où, qui ne résiste pas périt. Toute société humaine qui ne résiste pas périt. Et pour résister, il faut être adossé à une identité forte, il faut être adossé à des repères, il faut savoir dire non pour dire des oui vrais. Et ça, il faut avoir un projet de société. Tu ne peux pas être pédalé dans la farine, s'agiter dans tous les sens et penser que tu t'en sors. Et on est perdu, on a peur, on est angoissé, mais parce que nous ne sommes pas dans un ancrage identitaire qui promeut des valeurs. C'est ça, Rama. Et qu'est-ce qui est à l'origine de cette violence-là? Mais la violence, c'est parce que... Est-ce que ce n'est pas une somme de frustration? Mais je disais tout à l'heure que nous avançons tous en dépression masquée au Sénégal. Les gens ne vont pas bien. Et nous avons un peuple jeune. 60% à moins de 25 ans. Vous vous rendez compte? 60%. Mais ils sont en phase, ils sont dans des étapes de besoin. Et ils sont dans des étapes de réalisation. Ils sont dans des étapes de questionnement. De questionnement sans réponse. Il n'y a aucune réponse, ni en famille, ni dans l'institution qui nous englobe. Donc, ils sont en perte de repère. Ils sont dans, comme je dis, dans la souffre-errance. Alors, dans ce contexte-là, écoute, il y a tous les possibles. Les agressions, quand quelqu'un peut dire Barça ou Barsac, ça veut dire que je peux aller me suicider dans l'océan Atlantique. Parce que je n'arrive pas à trouver une réponse au sein de ma société. Mais celui-là, celui qui peut aller là-bas, mais quelle est la somme de frustration et de mal-être qu'il y a en lui? Soit il fait de l'autodestruction à travers l'addiction aux drogues, mais il est violent parce qu'il est révolté. Dans ton pays, il y a eu mars là, où j'étais dans la rue au mois de mars. Quand il y a eu... Mais ce n'est pas une histoire politique, c'est une histoire, c'est une addition arithmétique de frustration qui fonde ces foules-là. Tout à fait. Ce n'est pas que politique, si c'est politique quelque part, parce qu'ils ont un sentiment d'injustice. Mais personne, on les a pas mobilisés. Ils sont mobilisés d'eux-mêmes aussi, parce qu'il y a une somme de frustration. Tout à fait. Parce que dans un pays, on dit qu'il y a 6 000 enfants qui sont noyés dans l'Atlantique, sans que personne ne bouge. Alors que ça fait 2 fois. 2 fois. On pourrait dire 1200, parce que je les ai visités aux îles Canaries. Et personne ne bouge. Mais ces jeunes-là, ils se disent, nous, on est délaissés. Ils sont dans un sentiment de désespérance qui fondent toutes ces pathologies-là, des troubles du comportement, de la relation. Tu sais qu'au sein des familles, il y a énormément de violence. Au sein des familles. C'est grave. C'est malheureux. Regarde le nombre de gens malades mentaux dans ton pays qui sont en situation d'errance. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi des victimes? Mais tout le monde, on est tous victimes. Nana la ñun ñëpp dañoo yenu ba diis gan nañu wàcce ëmb yi teg ko ci suuf tas ko ay métit dong nga fi nekk. On a une dignité, une fierté extraordinaire. Tu descends dans notre pays, tu dis ah mais magnifique pays. Mais on avance tous masqués avec nos souffrances. Mais il faudrait que nous nous réveillions et personne n'y a intérêt, ceux qui gouvernent, ils ne comprennent rien. Il y a une urgence, ce pays est en situation d'urgence. Il faut répondre à la demande des jeunes, pas de cette façon de magouille et autres. Il faut répondre à la demande des jeunes. Il faut des réformes fortes des institutions et à partir de ce moment-là, on peut voir le bout du tunnel. Sinon, on pédale dans la farine, voilà, on s'agite beaucoup, c'est des discours et c'est les élites les plus médiocres atteintes de sida mental qui gouvernent, qui font les projets. C'est pas cela. Je n'ai pas le préservatif. Mais je pense que du point de vue de la pensée, et c'est là où il y a une tonalité politique dans mon discours, mais tout est politique, et il faut répondre à la situation d'urgence. Et j'en profite pour
pour faire un appel à toutes ces institutions qui sont là, PNUD, toutes ces institutions des Nations Unies. Il faut qu'ils nous aident à repenser notre société. Il ne faut pas qu'ils fassent des programmes qu'avec les politiques, voilà, tous les programmes. Moi, je suis là depuis plus de 3 décennies. C'est les mêmes choses qui se répètent et tout ça. Parce que ceux qui sont censés en fait nous gouverner ne sont pas les plus éclairés par rapport aux programmes qu'il faut développer pour notre société. Voilà. Clairement, clairement. En tout cas, j'espère qu'on réussira en tout cas à trouver les solutions et remédier. C'est une urgence. Ton pays est en situation d'urgence, à l'image des autres pays que j'ai visités en Afrique. Okay? C'est que nous avons encore des ressorts qui nous sauvent quelque part. Comme je dis, c'est notre histoire quelque part qui nous sauve. Mais les ressources de résilience sont en train de baisser. Il faut arrêter ça avant que ça n'explose. En tout cas, j'y travaille. Pour ma part, j'y travaille parce que je me sens redevable par rapport à ce pays. Vous m'appelez professeur depuis tout à l'heure, mais je suis professeur parce que notre société a fondé les gens de ma génération. Notre société a investi sur nous. On aurait voulu que ça s'élargisse sur d'autres générations à des fins d'un Sénégal paisible, parce que nous avons un beau pays. Nous avons un magnifique pays, et qu'on ne soit pas dans la solitude aussi. Et il faudrait penser africain. Tout à fait. Alors, je rappelle que nous sommes avec le professeur Serigne Mor Mbaye, psychologue, et nous discutons aujourd'hui de l'éducation des enfants et de leur développement. Donc, si on revient à cette éducation-là, à l'enfant, il y a une citation que j'aime bien partager, une assertion montaigniste de Montaigne, le philosophe, qui dit que l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Dama leen di wax ni leen nit am lëm la yamba ngi ci lema ngi ci waaye yamba ngi ci nit am lëm la lëm, tu sais ce que c'est cette cavité de l'arbre où viennent nicher les abeilles pour faire du miel. L'humain, c'est comme ça. L'humain est dans une situation de complexité telle que, bon, je pense que il vient avec un potentiel biologique si son cerveau n'a pas été atteint. Et nous, notre rôle, effectivement, c'est mettre la flamme. Tout à fait. Mettre la flamme. Niital ko. Niital ko. L'éclairer. Quand les conditions biologiques sont réunies, c'est l'environnement qui fait d'une personne ce qu'elle est. Regardez tous les gens prétentieux qui sont là dans ce pays-là, d'où ils sortent. Il y en a qui sortent de Tcheitou comme Cheikh Anta, son village perdu là-bas. Moi, je sors de Gouimbet. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on soit des professeurs et autres? Mais parce que tout simplement, nos milieux étaient pauvres financièrement, parce qu'on pense qu'ils sont de l'argent. Mais nous sommes riches de notre imaginaire et de notre culture. Et qui font que nous sommes résilients, ouverts sur le monde, avec des capacités d'apprentissage. Cheikh Anta est né à Tcheitou. L'un des plus grands scientifiques de la NASA, Cheikh Modou Bodiara, est né à Bamako, là-bas, dans la brousse. Et tu peux donner tant d'autres exemples pour dire qu'en fait, il faut juste créer les conditions affectives, les conditions affectives d'un épanouissement affectif. Créer les conditions cognitives, développement intellectuel. Et ces conditions-là ne sont pas de type matériel. Nous notre environnement était riche en termes de stimuli, de stimulation, de telle sorte que, écoute, on était capable, en fait, on avait un épanouissement qui permettait l'absorption de connaissances. Tout à fait. Donc, ce n'est pas une histoire de matériel. Voilà. Il y a une invention qu'on attribue au président Wade, la case des tout-petits. Mais j'étais 30 ans avant, j'avais mis en place les centres d'éveil et de stimulation des enfants, les CESE, centres d'éveil et de stimulation de l'enfant, où je disais, mais à l'absence de familles qui de plus en plus sont engagées dans des stratégies de survie économique,
Donc les parents sont absents. Comment créer des espaces où les enfants peuvent rencontrer d'autres enfants, peuvent être épanouis? Et on pense que c'est école maternelle où on enferme des enfants. Mon concept, c'était pas cela. Mon concept, c'était protéger les enfants, mais en faisant qu'ils aient des interactions de grande richesse avec leur père, mais aussi avec ce qui les entoure en termes minéral et tout ça. Aller dans la brousse, aujourd'hui, on est en situation d'hivernage, nos enfants devaient être tous en brousse pour aller voir qu'il y a autre chose que ce qu'ils vivent. Toi? Donc c'est ça, je pense que tout est dit en termes de conceptualisation. Ce qui nous manque, Rama, c'est tout simplement d'avancer, mais d'avancer avec des élites qui comprennent les enjeux du monde. Parce qu'il faut comprendre les enjeux du monde. Aujourd'hui, oui, vous avez du pétrole, vous avez du gaz, vous avez des trucs, des routes. C'est pas ça, Rama. C'est vous avez des ressources humaines qualitatives, des enfants qui sont savants, qui peuvent compétir avec les Japonais, les Chinois et tout ça, parce qu'ils sont savants et qu'ils ont un sentiment d'appartenance à une communauté humaine, qui soit fière d'appartenir à l'Afrique. Au monde, le mais à développement l'Afrique. de l'enfant doit rimer avec les conditions qu'il sait. Oui, et ces conditions-là, voyez-vous, c'est des conditions où l'adulte comprend d'abord les enjeux, certes économiques, il faut le protéger, il faut qu'il soit bien nourri, et même de ce point de vue-là aussi, il faut revisiter cela, parce que ce que nos enfants mangent aujourd'hui, c'est la catastrophe. Ils mangent des frites, ils mangent, comment ça s'appelle, ces choses dégueulasses là, et tout ça, tout ce qu'on produit et que nos enfants mangent, dont on fait la publicité à la télévision, ben écoute, ça nous met dans des situations où on dit, ah, les enfants sont malnutris. C'est un scandale, c'est de l'escroquerie qu'un enfant africain soit malnutri. Dans son environnement, peut lui permettre d'être nourri et bien nourri. Contrairement à l'Europe. Au XIIIe siècle, l'Europe était dans des grandes famines. C'est pas pour rien qu'ils sont venus nous chercher comme esclaves, parce qu'on était costauds, nous. Mais pourquoi on était costauds? Parce qu'on était mieux nourris. Et ce qui nous a nourris est encore dans notre environnement. Lève la tête et tu verras que j'ai toujours vécu avec le moringa. Parce que dans mon enfance, ben, on vivait avec ça. Et le moringa, les escrocs là, on l'a mis en boîte aujourd'hui et le vendent très cher. Mais nous, on sait. Donc, voyez-vous, dans l'éducation aussi, il y a cette partie de nutrition. Ok? On ne peut pas laisser nos enfants être mal nourris comme ça, livrés à une alimentation malsaine. Et on se retrouve de plus en plus avec des enfants obèses. Ok? Parce qu'ils ne bougent pas devant la télévision, ils mangent des chips, des choses dégueulasses. Ok? Ça aussi, dans ton projet de société, tu dois veiller à la santé de tes enfants. Et la santé, c'est la prévention d'abord. Et de ce point de vue-là, je dis, dans ton pays, prévention de la santé mentale, prévention de la santé physique, il n'y a pas. On ne fait que parler. Il n'y a pas de ce point de vue-là. Et c'est en famille qu'il faut l'enseigner aussi. Qu'est-ce que vous devez faire manger à vos enfants? C'est normal. À l'école aussi. Si j'avais votre pays, je vais créer des cantines scolaires où les enfants vont découvrir le niébé, le tchéré, le nebadaï et tout ça. On va leur servir ça et du ketchup et autre chose. De telle sorte que, ben écoute, on n'en arrive pas à dire oui, on n'a pas de blé. Qu'est-ce qu'on a à faire avec le blé, nous? On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a à faire avec le blé? Allez demander à Poutine, donne-nous du blé. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? On a le mil, le sorgho et tout ça. On a le fognon. Je mange à midi du fognon. Hein, excuse-moi, je suis fâché et déprimé à l'image. Quand j'entends ça, nos enfants sont malnutris. Je dis, mais malnutrition de quoi exactement? Hein? Est-ce qu'on peut être malnutri en Afrique? Nous aimons ce qui provient d'ailleurs alors que mais parce que c'est pas qu'on aime, c'est que c'est des crétins qui nous gouvernent et qui nous envahissent avec ça. Dans les gens de ma génération, on ne connaissait même pas le sucre. Même pas. Même pas le sucre. Ou à peine. Ou à peine. Nos parents mangeaient ce qu'ils cultivaient et cultivaient ce qu'ils devaient manger. Aujourd'hui, tu importes tout. Voilà une société, tu importes tout des saloperies et que tu donnes à ta population. Mais comment tu veux que ta population soit en bonne santé? Et la santé, c'est d'abord la prévention. C'est ce que tu manges d'abord. Tout à fait. Mais ça, tu éduques ta population dans ce sens-là. Oui.
Excuse-moi, et je pense que ceux qui nous écoutent vont m'excuser d'être parfois dans... Mais c'est la vérité. Voilà, La mais vérité je suis en fait mal colère, parfois. je suis en colère. Moi, je suis dans une colère de voir que tout ça là, c'est possible Il y a beaucoup de de faire mots autrement. et il faut poser les mots qu'il faut pour essayer de Je suis en changer la colère, donne. je suis en colère. Moi, je suis en colère. Et je suis en état de dépression masquée. Je m'agite, je fais ce Comme que tout je le monde. fais ce que je peux, mais j'ai envie que ça bouge, que ça change. Nous l'espérons. C'est Nous ça, l'espérons. Oui. c'est ça. En tout cas, nous arrivons au terme de cette interview. Professeur, est-ce que vous avez un message ou quelles sont les solutions que vous préconisez? J'encourage ce que tu es en train de faire. Ça m'a beaucoup ému et ça m'a donné beaucoup d'espoir qu'une identité jeune s'engage dans ça. Et rien ne t'y pousse sauf que ton ressenti. Et que des jeunes générations comprennent cet enjeu-là, à l'image de Rama, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on se dit, mais il faut l'encourager, il faut la soutenir à des fins que ça aille de l'avant. Et quand tu pars, ben écoute, moi j'ai un pansement au cœur, ma colère diminue. Je me dis, mais c'est très bien, il faut des Ramas, il faut des jeunes générations qui s'engagent sur toutes les thématiques et surtout la thématique la plus urgente, l'éducation. L'éducation. Oui, j'appelle en fait tous les parents, toutes les familles, tous les citoyens à s'abonner sur cette chaîne YouTube à des fins qu'ensemble, qu'on puisse cheminer pour chercher des solutions à l'éducation, dans le contexte de l'éducation quotidienne. Donc je vous exhorte vraiment à vous abonner, à nous dire aussi vos ressentis, qu'est-ce que vous ressentez, quels sont vos questionnements. On est là pour cela. Alors, merci professeur, merci à tous mes abonnés, merci de nous avoir suivis. C'était Rahma, c'était professeur Serigne Mor Mbaye et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre thématique et j'espère que d'ici là, en tout cas, les mots vont impacter. Morale, des mots et des sens pour des morales. À bientôt.